C'est un privilège et un plaisir de vous parler aujourd'hui des bases neurales de la mémoire spatiale et de poser la question Poincaré avait-il raison? Et je remercie les organisateurs de ces colloques de m'avoir invité. Il y a un lien extrêmement étroit entre l'espace et les fonctions cognitives en général. Non seulement parce que nous sommes préoccupés par l'espace de notre corps, mais aussi parce que nous sommes préoccupés des relations entre notre corps et l'espace environnant. Cette relation est aussi importante parce qu'on sait que chez l'enfant, la perception de l'espace, comme l'a montré Piaget, évolue avec des changements de référentiel et, comme l'a montré Piaget, une évolution depuis une perception égocentrée, utilisant des relations topologiques, vers la construction d'une métrique et d'une géométrie projective. Il y a donc un aspect développemental fondamental. Il y a aussi des aspects très intéressants et très amusants, qui est l'utilisation d'espaces imaginaires, comme les navigateurs micronésiens, qui inventent pour aller d'île en île, dans les 1000 îles dans lesquelles ils naviguent, sans carte, des îles imaginaires qui leur servent de repères imaginaires pour naviguer. Et enfin, il y a tout ce monde des lieux de la mémoire, décrit par Yeats, par Carl Rutters dans leur livre, utilisé depuis le Moyen-Âge, par les moines, par exemple, mais aussi par les orateurs, pour localiser, pour mettre, pour stocker, pour ranger des concepts, des mots, des idées, des versets de la Bible, dans des palais mentaux, et pour organiser leur pensée dans un espace qui est celui de ces palais mentaux. L'espace est donc aussi un outil de la cognition, non seulement pour ranger, mais aussi, comme l'a montré Carl Rutters dans ses travaux récents, pour inventer des chemins nouveaux dans les concepts qui sont ainsi stockés. Un très joli problème, mais aussi de grands débats. En effet, quels sont les fondements cognitifs de la géométrie? Vous savez qu'il y a eu, et il y a encore un grand débat, qui est particulièrement stigmatisé par cette phrase de Poincaré: localiser un objet dans l'espace, c'est simplement se représenter les mouvements qui seraient nécessaires pour l'atteindre. Ce n'est pas une question de se représenter les mouvements eux-mêmes, mais simplement les sensations musculaires qui les accompagnent. Voilà un des plus grands géomètres de tous les temps qui dit qu'au fond, les fondements cognitifs de la géométrie sont non seulement dans les mouvements, mais dans les sensations musculaires. Il disait même dans les parades. Et Einstein écrivait un peu plus tard: Poincaré a raison, l'erreur fatale qu'une nécessité mentale précédant toute expérience est à la base de la géométrie euclidienne, et due au fait que la base empirique sur laquelle repose la construction axiomatique de la géométrie euclidienne fut oubliée. La géométrie doit être considérée comme une science physique dont l'utilité doit être jugée par sa relation à l'expérience sensible. Quel plaisir pour le physiologiste d'entendre parler de l'homme sensible et de la sensibilité alors qu'on parle de concepts abstraits. Et évidemment, tout ceci est très différent de concepts de la logique mathématique telle qu'elle fut développée, par exemple, par Hilbert ou même par Bourbaki. Donc un grand débat, et ce débat a été engagé à l'École normale depuis quelques années, grâce en particulier à un atelier organisé par Giuseppe Longo, Bernard Tessier, des géomètres de l'école, qui s'est appelé Géoco, au cours duquel ces idées ont été débattues. Je voudrais vous montrer aujourd'hui, vous faire un exercice en quelque sorte, qui consiste à, non pas vous montrer une manip, mais vous montrer comment dans notre laboratoire, depuis quelques années, en particulier dans mon équipe au Collège de France, nous essayons d'attaquer une question particulière des sciences cognitives, qui est celle des stratégies cognitives pendant la navigation. En effet, je peux vous demander de vous rappeler le chemin que vous avez fait depuis l'entrée de l'école jusqu'ici. Vous avez au moins 2 stratégies cognitives que vous pouvez employer pour cela. Vous pouvez vous rappeler les mouvements que vous avez faits, les kinesthèses, avoir une mémoire de route telle qu'elle est utilisée dans les descriptions de beaucoup de peuples, par exemple. Elle est égocentrique, c'est-à-dire elle réfère votre corps à l'espace. Elle est topo-kinesthésique, car elle concerne la mémoire des mouvements que vous avez faits, mais aussi la mémoire des relations entre les mouvements que vous avez faits et des indices, ou même des épisodes, mémoire épisodique, c'est-à-dire des événements, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez ouvert une porte, etc. Mais vous pouvez employer une deuxième stratégie. On aurait pu vous donner à l'entrée de l'école une carte, et vous pourriez imaginer votre trajet sur la carte comme quand vous préparez vos vacances. C'est une stratégie dite de survol, elle est allocentrique, elle est topographique, elle permet en même temps, elle permet en effet
non seulement de se rappeler la séquence d'un chemin, mais d'inventer de nouveaux trajets. Elle permet des détours, elle est à mon avis un des fondements de la géométrie, la capacité que nous avons de manipuler mentalement l'espace. Le défi est, est-ce qu'aujourd'hui il est possible, expérimentalement, théoriquement, de comprendre les bases neurales de ces deux stratégies cognitives que vous pouvez employer soit séparément, soit en même temps, soit en coopération, soit en conflit. Et c'est à ça que je vous invite, on va essayer de voir un certain nombre d'expériences, d'approches très différentes chez l'homme, chez l'animal, pour essayer de cerner les bases neurales de ces stratégies. Et voir si Poincaré avait raison, c'est-à-dire si on peut trouver les bases neurales à la fois de ces stratégies égocentrées, impliquant les mouvements, et le passage à ces stratégies cognitives allocentrées. La difficulté est que le cerveau travaille dans des géométries, des référentiels extrêmement complexes, extrêmement variés. Vous savez que les organes des sens, qui ne sont pas que 5, codent l'espace dans des référentiels, des géométries, des dynamiques très différentes. La vision, ou plutôt les visions, codent de multiples façons. Les récepteurs vestibulaires, dont je dirai un mot tout à l'heure, forment un référentiel euclidien fondamental qui mesure les accélérations de la tête dans une géométrie particulière. Les récepteurs dans les muscles d'allongement, de force, codent le mouvement relatif des segments du corps entre eux, ne connaissent rien des mouvements absolus du corps par rapport à l'espace. Comment diable cette perception multimodale dans des géométries très différentes peut vous conduire, quand vous vous promenez, à avoir une perception unique. Et la difficulté est d'autant plus grande que dans le cerveau, nous savons maintenant qu'à travers le thalamus, dans le cortex postérieur pariétal, où convergent ces informations multimodales, et de là sont codés les mouvements et toute une série de fonctions importantes sur l'espace, dans des espaces eux-mêmes très différents. Dans le colliculus supérieur, les mouvements des yeux, par exemple, et de la tête, sont codés dans l'espace rétinien ou oculomoteur. Dans l'hippocampe, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, l'espace est codé de façon allocentrique, des lieux et tout. Dans le putamen, il y a des neurones qui codent l'espace dans un espace des segments de membres, un espace relatif, etc. Comment diable pouvons-nous arriver à avoir de notre corps d'abord et ensuite des relations entre notre corps et l'espace, une perception unique? Ça n'est pas mystérieux si nous avons des vertiges et si toute une série de maladies, y compris soi-disant psychiatriques comme l'agoraphobie, sont dues à cette désagrégation de la cohérence, de la mise en correspondance de ces espaces. Et comment tous ces espaces sont à la fois perceptifs et moteurs. Voilà la question. Alors, on peut essayer de regarder le problème dans sa complexité, puisque c'est la mode de parler de la complexité. Et nous avons, il y a quelques années, avec l'équipe de Bernard Mazoyer, Emmanuel Mellet, à Orsay, en caméra à émission de Positon, avec Michel Denis aussi, fait une expérience, 2 expériences sur plusieurs années, assez simples, en regardant le problème dans sa complexité. La question était, est-ce qu'on peut montrer que ces 2 stratégies cognitives dont j'ai parlé impliquent à la fois des aires du cerveau qui sont communes ou différentes. Donc on a fait se promener dans Orsay des gens, en leur ayant bandé les yeux jusqu'à un point de départ, et on les a fait marcher dans Orsay le long d'un trajet en leur montrant 7 indices. Une station de pétrole, etc., comme si le long de vos trajets jusqu'ici, je vous avais dit, regardez la porte, regardez le couloir, on leur a indiqué 7 repères. Et puis, dans la caméra émission de Positon, on leur a demandé de mentalement refaire leur trajet, comme je vous ai demandé tout à l'heure de le refaire. Puis, on a pris un deuxième groupe de sujets et on leur a simplement montré une carte, comme vous regardez la carte de France ou de Paris pour préparer vos vacances, avec des points colorés, et on leur a demandé de faire sur ces points des évaluations cognitives de géométrie. Est-ce que le point mauve est plus proche du point jaune que le point rose du point mauve, etc. On leur a demandé de faire des manipulations allocentriques, n'impliquant pas leur propre corps, sur cette carte. Et dans le PET scan encore, on a demandé à ces sujets de faire donc ce travail mental sur les cartes, comme vous feriez si vous vous demandez si Nancy est plus proche de Marseille que Bordeaux de Lille. Les résultats sont publiés et je vous montre simplement cette liste qui est peu lisible pour ceux qui sont au fond, mais qui montre simplement qu'il y a à la fois beaucoup de structures impliquées, mais qu'en même temps, il y en a certaines qui sont communes et d'autres différentes. On trouve bien sûr les régions du cortex occipitopariétal, les régions qui sont impliquées dans la mémoire visio-spatiale.
On trouve certaines autres aires sur lesquelles je ne veux pas insister. Je voudrais simplement vous montrer que lorsqu'on compare les aires qui sont activées pendant la navigation mentale, c'est-à-dire la mémoire de route, et le scanning mental, c'est-à-dire la mémoire des cartes, eh bien, on trouve par exemple dans le lobe temporal une différence avec une activation de deux aires qui à l'époque étaient un petit peu surprenantes, le gyrus para-hippocampique, sur lequel je reviendrai dans un instant, bilatéral, mais vous voyez que dans le cas de la deuxième stratégie, on trouve l'hippocampe droit, et ça n'est pas étonnant car la neuropsychologie a révélé que les patients ayant des lésions de l'hippocampe droit ont des déficits majeurs dans cette mémoire spatiale, cette capacité d'écarter. À l'époque, on pensait surtout à cet hippocampe droit, et je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on trouve maintenant concernant l'hippocampe gauche. Donc vous voyez à la fois des zones communes et des zones différentes, et puis quelques zones liées au mouvement des yeux. Ça nous a permis de nous dire que oui, il y avait peut-être là un moyen d'aborder, d'attaquer le problème et d'aller regarder plus en détail. Et effectivement, par exemple, le para-hippocampe, dont je viens de vous montrer qu'il est impliqué dans la mémoire des routes, qui, rappelez-vous, implique aussi la capacité de se dire, tiens, j'étais devant l'aquarium de l'ENS et de là je voyais telle chose, c'est-à-dire une mémoire des points de vue sur l'espace, eh bien, le para-hippocampe est activé, et ceci a été montré par Maguire, mais aussi par Kanwisher et d'autres en imagerie IRM, est activé lorsqu'on montre à un sujet des scènes de l'environnement. Pas des buildings spécialement, des scènes de l'environnement. Et c'est très spécifique, puisque lorsqu'on montre à un sujet des visages d'animaux ou d'hommes, des figures vivantes, eh bien, ce n'est pas le para-hippocampe qui est activé, c'est une autre zone qui est le gyrus fusiforme, qui semble être une de ces structures du lobe temporal impliquées dans la reconnaissance du visage. Donc oui, il semble qu'il y a des structures qui sont impliquées dans ces perceptions de l'espace, dans cette mémorisation des points de vue. Donc ça, c'est assez positif, mais évidemment, le problème est compliqué. Il ne faut pas le simplifier. Et par exemple, il y a 2 ans, est paru dans Nature Neuroscience une très jolie étude montrant par exemple une différence entre les hommes et les femmes. Et il est connu depuis très longtemps dans la littérature de psychologie expérimentale qu'il y a une différence entre hommes et femmes dans la manipulation des référentiels spatiaux. Les femmes sont censées être plus dépendantes de la vision pour la perception de la verticale, etc. C'est un sujet très compliqué sur lequel il y a des résultats très contradictoires, mais voilà une très jolie étude. Ils ont fait se promener des gens dans un labyrinthe virtuel en utilisant la réalité virtuelle et ils ont donné des tâches de navigation, de mémorisation spatiale. Et vous voyez qu'on voit ici que les femmes avaient tendance à utiliser plutôt un réseau pariéto-frontal que vous retrouverez dans les images que je vais vous montrer tout à l'heure, qui correspond à la stratégie plus de route, comme je vais vous le montrer dans un instant, alors que les hommes activaient en plus de ça un réseau temporal, plus activé peut-être dans les stratégies de cartes. Donc il faut faire simplement attention, c'est un grand débat, mais il faut faire attention qu'il y a non seulement sans doute des stratégies individuelles chez les hommes et chez les femmes, mais il y a aussi des différences de stratégie peut-être entre les sexes. Alors, prenons un petit peu la stratégie égocentrique de route, elle nous intéresse puisque c'est ce que Poincaré avait suggéré. La géométrie est fondée sur cette mémoire des gestes, des mouvements, etc. L'hypothèse, elle exige la mémoire des mouvements associée avec des repères et des épisodes, c'est la mémoire que j'appelle kinesthésique. L'hypothèse que je voudrais vous proposer aujourd'hui, et sur laquelle je voudrais donner quelques illustrations, c'est que pour résoudre ce problème extraordinairement complexe de l'analyse et de la mémorisation de nos trajets, qui implique les centaines de degrés de liberté du corps, la complexité du flux optique, eh bien, au cours de l'évolution, la sélection naturelle a sélectionné, on peut philosopher sur les mots qu'on va employer à cet égard, mais le résultat de l'évolution, c'est que pour simplifier la complexité des traitements exigés dans cette mémoire kinesthésique, eh bien, pour simplifier la complexité des neurones